Bonjour, bienvenue à cet épisode du balado des compétences pour des compétences de pro. Donc, ce balado, il vise à vraiment donner outils à nos étudiants en université, soit en fin de parcours ou en transition surtout, à leur fournir des connaissances et des compétences transversales afin de leur aider pour leur future carrière. On a eu la chance d'inviter plusieurs experts pour pouvoir parler de leur expérience, autant des conseils qui ont appris à travers leur parcours, afin de démystifier, aider à comprendre les études graduées et aussi le marché du travail d'aujourd'hui pour s'y préparer efficacement. Donc, je m'appelle Justina, je suis doctorante en biochimie et je connais ce balado avec Chloé. Oui, donc moi c'est Chloé, je suis en bioinformatique et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir David Ferland-McCullough qui est scientifique dans les programmes précliniques axés sur l'ARN chez RNA Technologies and Therapeutics. Donc avec toi, David, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Donc déjà, on va commencer à parler de comment trouver un stage en laboratoire ou alors de ses premières opportunités sur le marché du travail. Ensuite, on va parler des différences et des similarités entre les domaines académiques et industriels, et particulièrement dans les startups, parce qu'il me semble que c'est ta spécialité. Exactement. Et on va on va mettre l'accent sur tout ce qui est communication, comment on gère son temps et les projets. Donc, bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci à tout le monde d'être là aussi. C'est un plaisir. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous parler un peu de ton expérience? D'accord. Donc, tout a commencé il y a très longtemps. En 98, j'ai commencé mon bac à l'Université de McGill en biochimie. J'avais aussi commencé une mineure en neurosciences, mais c'était trop de boulot. Donc, celle-là, je l'ai droppée. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal dans les laboratoires de Sylvie Madère, dans le temps qui était au pavillon principal, à l'ERIC qui n'existait pas dans ce temps-là. Donc, ça peut vous donner un peu une ligne du temps. Ensuite de ça, après ma maîtrise, je voulais faire un doctorat, mais je voulais prendre une petite pause. Je voudrais faire un petit peu de backpacking en Europe. Je devais partir 1 an, juste partir. Mais finalement, juste avant de partir, il y avait une technicienne dans le labo de Sylvie qui avait travaillé dans un labo en France, qui cherchait un stagiaire. Donc, finalement, j'ai changé mes plans. J'ai fait du backpacking pendant 1 mois au lieu d'1 an et j'ai fait un stage à Nantes dans le laboratoire de Pierre Pacaud. Puis, eux se cherchaient quelqu'un qui connaissait un peu plus de génomique. Eux, c'était plus de la physiologie. Donc, j'avais l'expertise que j'avais développée chez Sylvie. Ensuite de ça, ce stage-là a permis au laboratoire d'avoir une bourse industrielle qui comprenait une position de doctorant. Donc, je suis resté là. J'ai fait mon doctorat là-bas. Et ensuite, je me suis retrouvé en Angleterre pour des raisons du cœur qui n'ont pas continué à long terme, mais je me suis retrouvé à travailler à Nottingham, en Angleterre, sur les micro-ARN, vu que je parle d'ARN, sur les micro-ARN. Et ensuite de ça, je me suis retrouvé à Bristol, dans le sud-ouest, travailler sur un autre projet, continuer à faire des génomiques, mais plus du point de vue cellules souches. Et après, j'avais le mal du pays. Je suis revenu au Québec. J'ai travaillé 5 ans à l'IRCM en tant qu'associé de recherche chez Martin Sauvageau en long non-coding RNA. Et après 5 ans, j'ai décidé de faire le grand saut en industrie et je me suis retrouvé chez RNA Technologies and Therapeutics. Donc, c'est une start-up. On a 2 ans et demi. On est 10 employés. Moi, je suis le premier employé de la compagnie. Dans les 10 employés, il y en a 9 qui font de la production d'ARN et de nanoparticules lipidiques. Donc, c'est vraiment du service. On a des clients un peu partout dans le monde, des biotech, des pharma et tout ça. Et eux génèrent plein d'argent. Moi, je suis en thérapeutique. Je suis la seule personne. Et moi, je gère et je fais les projets de recherche à l'interne et à l'externe. Et c'est moi qui dépense l'argent que les autres génèrent en production. Et voilà. C'est un parcours très, très diversifié, intéressant. Donc, est-ce qu'il y a un moment durant ton doctorat qui t'a vraiment mené à savoir c'est quelle branche de science que ça t'intéressait à continuer dedans, ou sinon qui t'a genre mené à penser est-ce que je suis en académique, en industrie, dans le temps? C'est ça. On a déjà discuté. J'ai un peu le long de ma carrière, j'ai été un peu électron libre. Moi, j'allais où le vent me menait. Je savais que je voulais pas devenir directeur de recherche. Je voulais pas avoir mon lab parce que
j'ai vu mes directeurs de recherche, puis ça me tente pas de courir après les grants. Le style de vie non plus m'intéressait pas, mais justement, j'ai fait mon doctorat à Nantes. Après, justement, je me cherchais quelque chose en Angleterre. J'ai trouvé une job en académique. Je n'avais pas nécessairement à dire je vais aller en académique ou au privé, mais ça a donné que je me suis trouvé une position en tant que entry-level scientist là-bas. Donc, ça a continué. Dans le fond, j'ai vraiment suivi mon chemin d'académicien parce que c'était plus connu, plus facile, plus simple. Mais éventuellement, j'ai saturé puis j'ai dit, bon, j'ai le goût de voir autre chose. Donc, simplement, c'est comme vraiment que you figure it out as you went. C'est ça. Je ne suis pas un exemple à prendre nécessairement le côté planification de manière générale et professionnelle. Est-ce que tu suggérais cette façon de faire si jamais est-ce qu'un étudiant n'est pas encore sûr qu'est-ce qu'il veut encore? Est-ce que c'est comme une bonne idée? C'est une bonne façon de... Bien, pour ceux qui le font présentement, un doctorat, vous le savez, c'est pas facile. C'est tough. Il faut vraiment vouloir le faire. Moi, je voulais le faire. Ça, je savais que je voulais faire un doctorat. Après le doctorat, je ne savais pas trop où est-ce que je m'en allais, mais je me dis, je veux faire mon doctorat. Je veux avoir mon projet de recherche pour au moins X nombre d'années, faire mes trucs, faire mes preuves, acquérir. Donc, oui, c'est très pratique, mais c'est rough, puis c'est long. Donc, si vous pensez, peut-être que moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement la recherche académique ou ce genre de style de vie-là ne m'intéresse pas, donc peut-être penser d'aller peut-être au privé plutôt que plus tard, parce que vous allez apprendre autant, c'est juste que la progression et la façon d'apprendre les choses qu'on apprend, c'est différent. Donc, je peux pas dire, c'est ça, comme je disais, j'ai été électron libre, donc je peux pas... J'ai seulement fait un cheminement, je peux pas recommander un comme l'autre. Ben, c'est ça, c'est équivalent. Autant, c'est comme juste découvrir un peu. C'est ça, exactement. De laisser découvrir, en fait. Exactement. Puis de se lancer, parce que se lancer dans un doctorat ou se lancer dans une job au privé, c'est un saut pour les deux, parce que tu es à la maîtrise ou tu as fait un passage direct, c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas, le doctorat, tant qu'on n'est pas dedans, de la même façon que de commencer dans une compagnie. On ne sait pas c'est quoi jusqu'à temps qu'on le commence. C'est similaire, dans le fond. C'est juste que j'ai pris un bord au lieu de l'autre. Okay. Et sur ce sujet-là, c'est quoi les principales différences, défis que tu as notés durant ce passage de recherche académique en industrie? C'est vraiment deux choses. Vraiment le focus. Donc, en industrie, c'est une business, OK? C'est fait pour faire de l'argent. Oui, on veut faire des médicaments, on veut soigner les gens, mais il faut payer notre maternelle, il faut payer les employés et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus focalisé. Le but, c'est on veut faire un médicament. C'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est comme ça qu'il faut orienter la recherche. En académique, on pousse tout en même temps. Donc, oui, notre projet, c'est de déterminer telle chose, mais ça, c'est intéressant. Puis on sait que si on écrit un papier, les reviewers vont nous demander tout ce qui est autour aussi. Tandis que si on développe un médicament, c'est vraiment, est-ce que le médicament fonctionne? Est-ce qu'il est sécuritaire? Est-ce qu'il fonctionne autant chez la souris, chez les gens? C'est tout. Même si on voit des petits trucs sur les côtés, ça serait intéressant de voir ça, le intéressant, ça prend le bord. Différent. Donc, c'est une approche différente. Ça reste de la science, mais c'est juste que le but final est différent. D'accord, merci. Moi, j'aimerais un peu backtrack à ton doctorat et ton expérience à l'international. Donc, rétrospectivement, maintenant que tu as fait ton doctorat en Europe et que c'est fait, et que tu as l'occasion de voir des gens qui ont fait leur doctorat ici, est-ce que, avant de parler des différences, des pros and cons, tout ça, est-ce qu'il y a... qu'est-ce que tu as appris de ton doctorat en Europe et pourquoi avoir pris la décision de le faire là-bas, même si l'occasion s'est présentée? J'imagine qu'il y avait d'autres raisons aussi. Oui, c'est partir à l'aventure d'une certaine façon aussi. C'est de voir un nouveau pays, de voir une nouvelle culture, d'élargir ses horizons aussi. Moi, je viens de la Beauce, donc c'est pas gros. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai toujours voulu aller de plus en plus grand, de passer de la Beauce à Montréal, à l'Europe. Donc, il y a ça aussi, c'est de voir une nouvelle culture, de voir... puis, ce qui est intéressant, l'Europe, c'est que, justement, un petit package, il y a beaucoup, beaucoup de diversité, beaucoup de pays différents, beaucoup de régions différentes. Donc, c'était ça qui m'avait attiré aussi, en plus que d'étudier ou de travailler là-bas. Puis, Et par rapport au programme, est-ce que tu as vu qu'il y avait des différences, des avantages de faire là-bas ou alors ici? Oui,
je dois dire que quelque chose qui était alléchant quand on m'a offert la position, c'est la durée du doctorat en Europe versus en Amérique du Nord. Après 4 ans, la plupart des pays d'Europe, c'est that's it, va-t'en, c'est fini. Tandis qu'ici, ça peut durer assez longtemps. Donc, j'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis qui l'ont fait ici, puis ils sont très heureux, mais j'avais fini mon doctorat, puis eux, ils avaient fait la moitié de leur doctorat. Donc, il y a ça aussi qui est un avantage. Voilà, ça, je pense que c'est l'avantage premier, c'est ça, le temps. OK. Ouais. Puis sinon, les relations avec les PI et tout ça. Relation avec les PI, encore une fois, j'ai pas l'expérience ici tant que ça. J'avais l'expérience avec Sylvie, puis on s'entendait bien. Ma relation avec mon boss au doctorat, c'était un petit peu plus difficile. Est-ce que c'était un clash de culture? Peut-être. Est-ce que c'est parce que lui était lui, moi j'étais moi? Il y a ça aussi. On peut pas toujours dire que c'est une certaine chose. C'est sûr que, justement, comme je disais, c'est le fun d'aller dans un autre pays, apprendre, mais il faut s'adapter aussi. Puis des fois, il y a des choses qui vont moins bien fitter ensemble, comment on a grandi, comment on est habitué. Donc, c'est ça. Il faut s'adapter, mais des fois, on ne s'adapte pas à 100%. Donc, c'est ça. Ça peut être... il peut y avoir des petits accros dans ce temps-là. Si tu me permets, j'ai une petite question avec ce que votre réponse, votre réponse juste là. Est-ce que c'était quand même difficile de s'adapter à une toute nouvelle place, à une toute nouvelle culture? Oui. En faisant le doctorat, en fait. Ça, c'est sûr. L'avantage, c'est que c'était en français. Donc, déjà, la langue, ça aide, même si mes collègues me comprenaient pas tout le temps. Moi, je les comprenais, donc c'est ça qui compte. Mais oui, c'est sûr, de s'adapter à une culture, c'est juste les références de base, juste interpersonnelles et tout ça, la façon dont c'est fait. Bon, je vais le dire, c'est un petit peu plus hiérarchique en France que ça l'est ici, donc ça, c'est une grosse adaptation. La façon dont les gens pensent, oui, mais la façon dont les gens parlent aussi. Mon premier lab meeting pendant pendant mon stage, je sors de là, je dis, mais tout le monde saillit, tout le monde se crie après, c'est quoi ça? Puis je dis ça à ma superviseure, puis elle fait, ben non, de quoi tu parles? Parce que c'est comme ça que les gens se parlent. Donc, voilà. Donc, c'est ça, c'est des adaptations, c'est des petites choses, mais il faut être ouvert. Des fois, c'est difficile. Puis des fois, on s'ennuie de la maison. Mais après, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a tous les gens qu'on rencontre, tous les amis qu'on se fait, les collègues et tout ça. Donc, c'est ça. Il n'y a rien de facile, mais ça en vaut la peine. Ouais. Puis sinon, à ton retour au Québec, quand tu es retourné dans le milieu académique, c'est ça? J'ai toujours été dans le milieu académique, oui. Jusque ça. Ouais. Donc, à ton retour, est-ce que tu as senti que ça t'avait ouvert des portes ou que, au contraire, ça t'avait posé des défis, le fait d'avoir eu une expérience en Europe? Je pense que le fait d'avoir beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines, mais avec une certaine ligne à suivre. C'est sûr que, dans le fond, comment dire ça? C'est comment on se vend pour une entrevue, quelque chose comme ça. Moi, j'ai fait plein de choses, plein d'endroits. Donc, j'essaie de vendre ça comme un avantage. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de techniques. Je connais plein d'approches et tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis marketé, dans le fond. Donc, c'est l'avantage. Mais l'avantage, il faut le prendre. T'sais. Même si j'étais resté au Québec, j'aurais été pas mal dans le même labo tout le temps, j'aurais essayé de vendre ça d'une bonne façon. Il n'y a pas de mauvais cheminement. J'ai pas vraiment... Par exemple, des contacts en Europe, ça m'a pas nécessairement aidé ici. J'ai jamais eu de collaboration Europe-Québec ou Canada. J'ai été visiting scientist pendant 2 mois à New York pendant une de mes jobs en Angleterre. Là, ça donne que mon boss à l'IRCM il avait été visiting scientist lui aussi, mais pas en même temps. Donc, au moins, on connaissait une personne en commun, mais sinon, j'ai pas pu utiliser de contact de l'Europe à ici versus ce que j'avais fait de partir d'ici pour aller en Europe. Avant de te laisser la parole, j'avais une dernière question. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est parce que là, en ce moment, tu es plus dans le côté ou dans le milieu industriel qui fait que c'est pour ça que tu n'as pas forcément de contact ou besoin de créer contact avec ces gens-là? Encore une fois, contact. Je suis encore en contact. Oui, avec, mais tout dépend. Quand je suis venu au Québec, je suis venu en académique. Je suis à l'IRCM, donc j'étais associé de recherche. Mais ça a donné que
il y a personne qui se connaissait, les positions qui étaient disponibles, je ne pouvais pas passer par la bande et dire « Hey, tu connais telle personne, peux-tu me faire rentrer? » J'aurais aimé ça, mais voilà. Mais j'ai pas pu utiliser ça comme ça. D'accord. Oups. Donc, on a parlé d'aller de place en place durant ton parcours. On parle un peu plus qu'au niveau de passer de académique à l'industrie. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce changement, cette décision d'aller d'académique en industrie? Je ne veux pas être déprimant pour nos scientifiques et futurs scientifiques. Donc, justement, j'étais arrivé à l'IRCM, j'étais associé de recherche. Je n'avais pas l'intention ou le dossier de devenir directeur de recherche. Puis en académique, associé, c'est pas mal le plafond. Il n'y a plus vraiment, si on reste en recherche, il n'y a plus vraiment nulle part à aller vraiment côté responsabilité et tout ça. OK, dans un labo plus gros, peut-être manager un peu plus ou entraîner un peu plus de postdoc ou d'étudiants, mais c'est ça. Donc, côté progression, j'étais un peu... Voilà, je me sentais un peu pris. Puis, encore une fois, pas déprimer tout le monde. Comme j'en parlais tantôt, la recherche académique, où est-ce que tu avances tout d'un bout, que plus souvent qu'autrement, c'est un dead-end et il faut recommencer, tout ça. C'est ça. Je commençais à saturer ça aussi. Ça faisait 15 ans que je le faisais. Hein, j'ai quand même toffé. Mais, justement, je commençais l'académique, la recherche académique, la progression de carrière, c'est ça. Je commençais à saturer. Puis, je me dis, bon, où est-ce que je peux aller après? Puis là, j'ai commencé à regarder au privé. Je voulais quand même rester un peu dans la recherche parce que c'est ça que je connais. 15 ans, plus doctorat, plus maîtrise. Donc ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le saut. Puis je suis où est-ce que je suis présentement. Je suis très heureux pour l'instant. Puis si à un moment donné, je commence à saturer, vouloir aller ailleurs, on essaiera autre chose. D'accord. Donc, question hypothétique. Si jamais l'opportunité se présente, penserais-tu retourner en académique? Est-ce que tu vois des défis à considérer si tu retournes en académique? Pas du tout. Pas du tout? Non, je veux rien savoir de retourner en académique. Désolé, mais non, merci. Non. Comme je disais, je l'ai fait. Puis j'ai aimé ça, le temps que je l'ai fait. Mais non, présentement, c'est ça. Puis comme justement, là, je suis chez RNA Technologies, donc petite compagnie, très, très agile. On fait plein de choses. Je ne fais pas juste de la recherche. Là, je fais du marketing, je fais du PR, je fais tout. Mais voilà, si je veux continuer, évoluer, peut-être aller voir dans les plus grosses structures où on ne sait pas. Mais l'académique, non. J'ai fait ma... C'est comme un changement de carrière. C'est pas un changement de carrière, mais c'est comme quelqu'un qui a une carrière et qui décide de se recycler ou de pivoter ailleurs. Puis c'est ça, j'ai fait mon temps. Puis je suis très fier de l'avoir fait. Tourner à chapitre. C'est ça, exactement. Et donc, on a parlé avant, et tu nous racontais comment, comme tantôt tu as aussi parlé de ça, c'est comment se vendre quand on fait la recherche d'emploi. Donc, tu nous as un peu parlé comment tu as trouvé un start-up, par exemple, à s'y joindre. Tu nous parlais un peu comment tu procèdes à chercher un emploi, autant une compagnie déjà bien établie, autant un start-up. Ouais, c'est de regarder les offres d'emploi. Donc, comme la première emploi, je me suis trouvé après le doctorat, il y a un laboratoire qui cherchait quelqu'un qui faisait de la génomique et de l'in vivo. Eux, ils étaient un laboratoire très, très, très science de base. Il y avait besoin de quelqu'un qui savait comment s'occuper des animaux. Donc, j'ai vu l'opportunité. Puis, je faisais de la génomique aussi. Donc, ça fitait avec mon profil. C'était dans la région que je voulais. Donc, j'ai appliqué. Puis, j'ai eu la job. Donc, c'est ça. C'est de cibler ce qu'on veut. Donc ça, j'ai été chanceux. Justement, ils cherchaient quelqu'un qui avait mon profil. Ils m'ont aimé. Pour ce qui est de RNA Technology Therapeutics, quand j'ai décidé de commencer à regarder ailleurs, là, encore une fois, regarder les offres d'emploi. Il n'y en avait pas énormément, mais j'en avais appliqué à quelques-unes. Mais aussi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé les différents sites d'incubateurs. Donc, l'incubateur, c'est les endroits qui rassemblent des startups. Donc, ils leur prêtent, leur louent de l'espace de labo. Donc, souvent, dans leur site web, ils ont tout le nom des compagnies. Donc, je regardais le nom de compagnie, je regardais leur site web, puis je vois, RNA Technologies Therapeutics, ça fait 15 ans que je fais de l'ARN. Je suis allé sur leur site web, il n'y avait absolument rien, mais je leur ai quand même envoyé un email. J'ai fait, je fais de l'ARN depuis 15 ans, je fais de ça. Est-ce que vous seriez intéressé, peut-être même juste de parler?
Puis finalement, on a parlé et j'ai fait 3 entrevues avec eux, puis ils m'ont pris. Donc c'est vraiment, c'est de cibler vraiment. Soit justement de regarder les offres d'emploi qui t'intéressent, mais que tu sais que tu pourrais être bon et que tu pourrais te vendre, puis tu aurais les capacités, les compétences. Ou regarder les endroits que ça t'intéresse vraiment de travailler, puis même s'il n'y a pas d'annonce, ben, d'essayer. Parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'ils te disent non ou qu'ils ne répondent pas à ton email. Fait que c'est ça. C'est vraiment de oser puis d'y aller. Quand tu as décidé de faire le saut ou de partir de où est-ce que tu es, c'est d'y aller à fond, trouver les endroits que tu veux, puis croiser les doigts, vraiment. D'accord. Et je pense qu'une de vos expériences, c'était vraiment appliquer à un emploi à Salcorda. Donc, Oui. qu'est-ce que tu as raconté, c'était qu'avant, je pense, après ton doctorat, tu as appliqué et ça n'a pas de même réponse que quand tu as appliqué plus récemment. Oui, c'est ça. Donc, j'avais appliqué, c'était quand je voulais partir d'Angleterre. J'avais appliqué chez Celcarta. C'était un travail similaire. C'était pour faire des analyses en cytométrie. Puis, j'avais fait l'entrevue, tout ça. Ça avait bien été, sauf un petit bout que j'avais pas. Bon, je n'étais pas capable de répondre. C'est une affaire de statistiques. Et puis, voilà. Donc, ça n'a pas marché avec eux. Mais j'ai quand même, je me suis trouvé un autre emploi. J'ai continué à travailler, tout ça. Puis, quand j'avais décidé de partir, j'ai vu Celcarta, c'était un emploi similaire à ce que j'avais appliqué, mais qui demandait un peu plus d'expérience. Et j'avais acquis 50 plus d'expérience aussi. Donc là, j'ai réappliqué. Puis là, je me dis, est-ce qu'ils vont me poser les mêmes... J'avais aussi l'idée, j'ai déjà fait l'entrevue, donc je sais un peu qu'est-ce qu'ils vont me demander, peut-être. Puis là, ça avait beaucoup mieux été. Donc, c'est ça. Mais ça, il y a des entrevues qui ne vont pas fonctionner puis qu'on ne va pas l'avoir non plus. C'est dommage. On a beau se préparer le plus possible, mais... Ouais. Voilà. Donc, c'est juste pas de s'essayer les à nouveau, mais aussi de réessayer pour les affaires qui n'ont pas marché avant, parce que les expériences, ça s'accumule. Oui, exactement. C'est ça. On apprend tous les jours et tout ça. Donc, voilà, ça vaut la peine de réessayer. Bon, peut-être pas 2 semaines après s'il nous dit non, mais plus tard, puis ça t'intéresse encore, justement, t'acquiers les compétences, t'as les compétences que tu veux acquérir pour toi, mais aussi pour ce que tu vois faire un peu dans le futur. Donc c'est ça. Donc, ça. Oui. Et parlant de ça, tu as quand même travaillé dans plusieurs environnements et opportunités en académique, autant en première industrie, techniquement. Est-ce que tu vois une grande différence au niveau de application à ces emplois versus stage et recherche? Une job, c'est une job. Donc, si on considère un doctorat comme une job ou un stage comme une job, comme un emploi, pardon, dans les Français, comme un emploi, c'est la même approche. Disons qu'on applique pour un stage dans un laboratoire. Disons, quand j'ai fait mon stage chez Marc Terrien. Donc, là, c'était plus application spontanée, mais tu vas quand même voir qu'est-ce qu'il fait. Bon, il fait de la drosophile, il fait je ne vois pas les techniques, il fait de la voie de signalisation. C'est ce qui m'intéressait dans le temps. Donc, on se prépare, puis on applique. Et voilà. Donc, c'est la même chose pour un travail. Celcarta, on a besoin, sur LinkedIn ou sur leur site, ils vont dire, on a besoin d'une personne qui fait ça, qui sait ça et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, moi, j'approchais de la même façon, la même approche. C'est, je veux travailler là, que ce soit un stage ou un doctorat ou quoi que ce soit, c'est du travail. Donc, 1, ça m'intéresse. 2, est-ce que j'ai les capacités pour? Si oui, go. Si j'en ai quelques-unes, puis l'autre, je les ai pas, je vais essayer quand même de me vendre un peu pour qu'ils oublient que les 2 autres que j'ai pas. Mais c'est vraiment ça. Faut y aller. Un travail, c'est un travail. Donc, que ce soit à l'académique ou au privé, je pense que ça revient au même. C'est ça, comme on dit, c'est les compétences. Donc, t'es compétent pour ce que tu appliques, ils vont te prendre. Et au niveau de l'approche pour avoir la recherche pour passer de stage ou de doctorat ou de travail en académique et versus en industrie, est-ce que comme il y a une différence au niveau comme avoir plus de connexions comme étant comme toi qui est dans ta compagnie en ce moment, est-ce que c'est arrivé que certains des employés que tu connaissais avant déjà et que tu as vu comme il y a un niveau de je connais, il travaille bien,
Oui, moi, ça m'est pas arrivé. Je connaissais personne dans la compagnie. Mais oui, ça, c'est quelque chose, c'est vrai, on n'a pas parlé. C'est quelque chose que quand j'étais en académique, même quand j'étais jeune aussi, le networking, c'est who cares? C'est la science qui compte. Mais non, connaître les gens, parler aux gens, ça compte. J'ai pas obtenu d'emploi par rapport à ça, mais juste là, dans ma job là, c'est d'établir des collaborations avec d'autres chercheurs et tout ça. Puis, justement, des fois, tu parles à une personne comme ça, dans un événement où tu es curieux pour sa technologie, vous parlez, vous vous rendez compte que ça marche pas, mais 3 mois plus tard, tu as un email. Ah, telle personne que je connais, eux, ont besoin de votre technologie. Tac, on fait une collaboration. Tout le monde est heureux. Donc, de faire des connexions, c'est très important. C'est jamais exactement comment ça va tourner à la fin, mais oui, c'est très important. Networking. Puis moi, j'avais peur aussi que c'était fake. Tu parles aux gens juste pour avoir des jobs ou non, mais on est tous des scientifiques, on est tous dans le même domaine. Donc, parler c'est une bonne chose. Donc, ça, je le conseille à tout le monde de faire ça. Voilà, exactement. D'accord. Merci. Tu veux continuer? Moi, j'ai des... OK, mes prochaines questions, ça va être sur les compétences qui sont nécessaires une fois qu'on est dans le domaine du travail. D'accord. Alors, est-ce que... Enfin, je sais qu'on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais la recherche elle-même, en académique et dans une start-up, elle n'est pas faite pareil. Comme vous disiez tout à l'heure, dans une start-up, il y a un but précis et on ne va pas à gauche, à droite pour voir ce qui ne va pas. Mais est-ce que tu aurais d'autres trucs à rajouter sur comment c'est fait? Ou genre, en gros, c'est quoi une journée dans un laboratoire contre une journée dans une start-up? Moi, je connais que le domaine de start-up présentement. Donc, start-up, à ce que j'entends dire, c'est beaucoup plus similaire à un labo académique que ça l'est dans une grosse pharma ou dans une CRO ou une CDMO. Donc, puis encore une fois, ma situation, je suis la seule personne qui fait de l'in vivo et d'in vitro dans le labo. Les autres, c'est tous des ingénieurs qui font des bioréacteurs et tout ça. Donc, c'est un peu différent. Mais, encore une fois, les compétences, disons, techniques, ça, c'est vraiment beaucoup ce qui vont t'amener la job. Donc, OK, on a besoin de quelqu'un qui fait de la cytométrie, de la culture cellulaire, qui est capable d'injecter des souris. Donc, ça, c'est compétences de base techniques. Donc, ça va être, si c'est le travail que tu veux avoir, c'est l'offre, ce qui offre, mais c'est non négociable. Mais après, il y a tout ce qu'il y a autour, comme justement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'employés, on fait plein de choses en dehors de notre champ de compétences pour lequel on était engagé. Comme justement, moi, tout à l'heure, je parlais avec une compagnie qui gère nos réseaux sociaux. Donc, on fait des campagnes sur LinkedIn. Hey, voulez-vous de l'ARN? On en a, c'est la meilleure et tout ça. Donc, moi, je pensais jamais faire du marketing avec eux, mais là, on est en train de dire mon travail cet après-midi, justement, c'était de parler avec cette personne-là pour identifier, OK, des différents laboratoires ou compagnies qui pourraient être intéressés par nos produits, puis comment les approcher. Donc ça va ce que je disais tout à l'heure, pouvoir parler et communiquer. Parce que cette personne-là de marketing, c'est le marketing de science, mais elle n'a aucune idée c'est quoi d'autres personnes n'auront aucune idée c'est quoi un UTR ou que ça fait des ribosomes dans la vie, mais les gens avec qui on veut vendre notre produit, eux le savent. Donc, il faut que je traduise ça à cette personne-là, qui va le retraduire à des clients potentiels. Donc, déjà, communication, c'est une grosse chose. Ensuite, je suis responsable de collaboration, du co-développement de thérapeutiques avec des différents laboratoires pharmaceutiques ou académiques. Donc, encore une fois, gérer le temps. Donc, on a notre grant, on a tel budget. Donc, gérer un budget. OK, donc vous prenez telle partie du budget, c'est les souris, nous, c'est les cellules. Ensuite de ça, tu as gérer le timing de tes propres expériences, des autres expériences, de rester dans les créneaux et tout ça. Puis, donc, ça, c'est beaucoup organisation. C'est des choses qu'on fait tous dans le labo ou pendant un doctorat ou une maîtrise. Il faut organiser notre temps, il faut organiser tout, il faut tout gérer. Puis, encore une fois aussi, il y a la communication. Comment je vais parler à un professeur académique que ça fait 35 ans qui est là, qui veut développer un médicament, on parle différemment une collaboratrice qui a sa start-up qui vient de partir. Donc,
pour faire la même chose finalement, mais il faut s'adapter. Donc, il faut penser, OK, donc quand j'étais en académique, on parlait plus de même pour amener le bon truc, tandis que... Donc, c'est ça, c'est l'adaptabilité beaucoup, organisation, communication. Communication, c'est super important. Puis, c'est ça, c'est d'autres skills, justement, au-delà de la technique. OK. Puis, mais c'est toutes des choses qu'on acquiert pendant les études graduées quand même, tu sais, de gérer un budget de ton grant ou gérer ton temps pour tes expériences et tout ça. Donc, c'est ça. On peut tout utiliser ce qu'on a appris en dehors des compétences techniques aussi. OK, donc tout ce qui est... OK. Donc, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de différence au niveau de la gestion du temps, gestion de grant, tout ça, entre tes études et... Oui, il y a des différences. Oui et non, c'est ça. Non, finalement. C'est dur. C'est une grosse question. J'aurais dû mieux me préparer pour celle-là. Il y a des différences, mais il y a beaucoup plus de similarités qu'on pense. Pour ce que je fais présentement. C'est sûr que si j'avais eu la job à Celcarta, que c'était de l'analyse d'échantillons, là, il y aurait eu... J'ai fait 3 entrevues avec eux. Donc, il y aurait aussi de la gestion de temps parce qu'il faut que tu as différents clients qui arrivent, qui t'emmènent des échantillons. Il faut que tu gères ça. Il faut que tu gères le budget aussi, mais un peu différemment parce que dans une grande structure, tu as un rôle beaucoup plus clairement assigné que dans une start-up. Mais c'est ça. Donc, il y a des similarités aussi, beaucoup, je trouve, dans la start-up par rapport à ce que j'ai fait en académique. OK. Et tu parlais de la vulgarisation scientifique, genre quand, par exemple, tu fais du marketing avec des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le domaine et qui doivent quand même comprendre ce que tu fais. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as appris pendant tes études ou c'est vraiment un truc que tu as appris sur le tas? Et qu'est-ce qui est important justement quand tu fais ce marketing? Comment tu mets en valeur ton projet? Enfin, comment tu cherches à les intéresser? Qu'est-ce qui est important? Ouais, c'est ça. C'est une grosse question. Vulgarisation scientifique, j'ai pas eu vraiment d'entraînement formel. Mais j'ai une famille, puis j'ai eu des blondes qui n'étaient pas dans le domaine du tout, donc tu n'as pas le choix d'essayer d'expliquer. Ça ne marche pas toujours. Mes parents, l'ARN, nous, sont... mais je pense que c'est ça. Encore une fois, c'est des choses des compétences que tu acquiers puis que tu n'en rends pas nécessairement compte, parce que tu le fais tout le temps, tu en parles à tout le monde. Puis ça, par rapport ta deuxième partie de la question, c'était par rapport au marketing, comment qu'on va... Oui, enfin, c'était un exemple de si tu devais vulgariser ton projet, quels aspects tu mettrais en avant dans ton contexte de marketing, genre si tu voulais vendre ton projet à tout dépend de ce que tu fais. Comme là, nous, on vend de l'ARN, donc les personnes qui en ont besoin, donc soit des compagnies qui... identifier des compagnies qui, eux, ils travaillent sur les méthodes de livrer l'ARN au bon endroit. Donc, vous avez besoin d'ARN, on va vous le vendre, tout ça. C'est d'identifier. Mais si j'essaie de trouver des investisseurs pour un des thérapeutiques qu'on est en train de développer, ben là, j'irai voir, OK, bon, cet investisseur-là, il est plus biotech, il est plus cancer, ils ont déjà investi dans tout ça. Donc, c'est une autre façon de chercher, c'est une autre vue de littérature, mais appliquée pour autre chose. Donc, mais la vente, je ne suis pas encore rendu là tout à fait. Là, c'est pour ça que j'ai besoin d'aide pour ça. Mais c'est ça. Donc, mais des fois, justement, dans les petites structures, justement, ton boss va venir, hey, on a besoin d'aide pas nécessairement pour faire de la vente, mais on a besoin d'assister. Où on a quelqu'un, justement, qui ne fait pas de science, qui fait de la vente. Donc, il faut que tu les suives pour leur expliquer la science. Donc, c'est des choses que... C'est ça, des choses qu'il faut que, si tu n'as pas comme skills, il faut que tu les développes vite aussi. Là, Pour rebondir là-dessus, si tu devais retourner un peu dans le passé ou genre nous donner des conseils à nous, futures personnes au travail, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil? Enfin, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait? Ou qu'est-ce que je regrette de ne pas m'être arrêté puis penser à qu'est-ce que je veux vraiment. Pas besoin de m'arrêter pendant des mois, mais juste faire... C'était tellement... C'était une super expérience, mais de passer à la maîtrise, c'est ça, un mois de break, doctorat, postdoc, tac, tac, un après l'autre, sans nécessairement penser à ce que je veux exactement, jusqu'à temps que j'arrive à un moment où est-ce que je sature. Peut-être si j'y avais pensé, je ne serais pas arrivé à ce moment-là de saturer, où est-ce que, j'étais pas très heureux dans ma job et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, surtout en études graduées, il y a tout le temps quelque chose qui nous tombe dessus. On a tout le temps plein de responsabilités. On se met beaucoup de responsabilités. Là, je ne vais pas pointer personne qui se met beaucoup de responsabilités, mais on sait de qui je parle. Mais
Mais c'est ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il faut prendre le temps puis réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Ça n'a pas besoin d'être la grosse introspection qui suis-je et tout ça. Mais j'aurais dû peut-être à un moment donné faire OK, qu'est-ce que je veux vraiment au lieu de j'ai une opportunité là, why not? C'était le fun, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurais peut-être dû arrêter. M'arrêter 2 secondes, faire OK. Voilà. Où est-ce que je veux aller ultimement, comme ça, j'aurais peut-être pu. Je me suis rendu où est-ce que je suis là, puis je suis très heureux. Peut-être que j'aurais pu me rendre un petit peu plus directement si je m'étais assis puis j'avais pensé. Mais il faut avoir l'information. Là. Tout ce que vous avez présentement, les podcasts, tout ça, il y a beaucoup plus de ressources maintenant. Donc, ça, c'est le fun aussi d'avoir cette information-là. Mais prendre un petit moment, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Si oui, good. Sinon, OK, comment je peux me réorienter? Ouais. C'est ce que je me dirais à moi il y a 10 ans. OK. Mais du coup, pour un étudiant un peu comme vous, mais maintenant, qui se dit je vais finir ma maîtrise, ou OK, je vais finir mon doctorat, ouais. Et puis après, je vais juste voir. Et puis c'est quelqu'un qui se laisse aussi emporter par le vent, mais pas forcément parce que c'est quelque chose de mauvais, parce que ça l'est pas, mais c'est juste que l'univers industriel est encore assez mystique, j'ai envie de dire, et pas vraiment clair pour les étudiants, même si on a des balados, des gens qui viennent nous parler de temps en temps. C'est sûr que, étant dans le milieu académique, c'est plus simple de voir sur le moment ce que c'est. Donc, la rétrospection que tu n'as pas faite est assez difficile à faire de maintenant. Ouais. Donc, à mon avis, avoir fait toutes les expériences que tu as faites aussi, si tu n'étais pas revenu dans le milieu académique, peut-être que tu n'aurais pas eu ce dégoût du monde académique avant de retourner Voilà. Mais du coup, en conseil que tu pourrais donner pour des compétences transversales. Oui, comme je disais, beaucoup communication. De parler, c'est ce que je me rends compte avec le job que j'ai là, je parle plus que ce que je fais du bench. Je parle à tout le monde, puis vous faites ça, nous on fait ça, si on mettait ça ensemble, et on va avoir du financement ou pas. Donc, communication, ça c'est clé, puis ça aide aussi. Là, encore une fois, si on pense au passé, peut-être que si j'avais été meilleur en communication avec mon boss en haut doctorat, ça aurait mieux été. Donc, communication, mais aussi, justement, comment dire, communication, organisation aussi beaucoup. Quelque chose que j'ai pas parlé, puis qu'en industrie, c'est très, 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 très important, c'est tout ce qui va être documentation. Il faut être super carré. Là. Le labbook, là, je montrais ça à notre personne qui fait le quality control, là, mon labbook de mon ancien lab, puis elle ferait une crise cardiaque. Donc l'organisation, oui, organiser son projet, mais aussi organiser sa documentation et tout ça. Ça, c'est très important, un skill à développer justement pour pouvoir passer. C'est utile, point, mais c'est quelque chose, ça va être une valeur ajoutée si on passe au privé. Donc, organisation beaucoup, communication. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'aurais dû mieux me préparer encore celle-là aussi. C'est ça. Je pense que les deux plus grosses importantes, ça va être communication et organisation. Beaucoup. Puis après, c'est ça. Puis après, c'est de foncer, puis d'oser, puis d'oser à se lancer sans filet. Puis la plupart du temps, ça a des bons résultats. Donc, il faut se faire confiance aussi. Que je pense de bonne expression en anglais, take the leap. Voilà, exactement. Leap of faith. C'est ça. Ouais. Sur mon sujet, plus comme parfait pour les étudiants qui réfléchissent plus sur... En fait, il y a plusieurs entre nous. On est comme, est-ce que je vais en industrie? Est-ce que je reste en académique? Et ça, comme Chloé a mentionné un peu, on est tellement dans un bain de académique. On est toujours là-dedans, tous les jours. On y pense tous les jours également. Et ça fait que c'est il y a un sens de familiarity. De familiarité. Oui, c'est ça. C'est confortable. Ouais. Bien, je l'ai fait pendant 15 ans. Moi, c'est ça. Si t'es bien, reste bien, comme on dit ici. Mais oui, c'est ça. C'est de faire... mais ça, c'est comment savoir si c'est ce qu'on veut aussi au privé. Puis quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est qu'en industrie, c'est très, très large. Là j'ai parlé recherche, vraiment, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec toutes nos compétences et tout ça, justement. Gestion de projet, où est-ce que tu ne vas jamais toucher
Tu vas jamais toucher une bench, mais tu vas être responsable de telle équipe qui vont faire tout ça. Il y a des... présentement, je parle beaucoup justement des gens qui lisent les demandes de fonds. OK? Eux, ils font ça, ils font un premier tri. Donc, puis ils écrivent aussi rédaction et tout ça, c'est une autre chose. Ensuite, tu as le côté business. Pas nécessairement faire de la vente, mais avoir toutes tes compétences scientifiques, ta connaissance scientifique, mais après, des gens comme moi qui sont vraiment en sciences, mais qu'on essaie de faire un produit, on a besoin de ce support-là aussi, de comment tu pars une compagnie, comment tu vas chercher ton financement, comment tu vas chercher les investisseurs, tout ça. Donc, c'est très, très large. Donc, peut-être une autre façon aussi, peut-être démystifier ça. Quand on est dedans, en académique, on ne peut pas dire, pendant 2 mois, je m'en vais chez Pfizer travailler avec eux ou ça. Mais de regarder, justement, c'est quoi les types d'emplois scientifiques, mais qui sont un peu différents de la recherche appliquée aussi. Donc, en voyant ce qui est là, on peut plus se dire, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Donc, déjà, ça peut aider. Est-ce que je veux aller plus d'un côté ou de l'autre? Parce que je pense que j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs étudiants, soit à la fin de leur doctorat ou comme ils viennent défendre ou ils viennent défendre dans ta situation. Et, tu sais, on a parlé ce cas-là, genre de démystifier l'industrie un peu. Qu'est-ce que c'est l'industrie? Et plusieurs d'entre eux ne savent pas et réalisent qu'ils ne savent pas seulement au moment à la recherche d'un emploi. Ouais. Et c'est là qu'ils étaient, oh mon Dieu, je suis là, je sais ce que je peux faire. Mais ils ne savent pas parce qu'ils connaissent un côté de l'histoire, mais pas de l'autre côté. C'est ça. Donc, je trouve comme dans votre conseil, ton conseil, c'est vraiment de faire ça le plus tôt possible. C'est ça. Comme je disais, ça, quelque chose que j'ai pas fait, c'est d'arrêter ou pas de ralentir, pas d'arrêter, mais de juste prendre un moment, tu sais, avant même qu'on soit rendu à la rédaction et tout ça, c'est que mon doctorat, je l'ai fini dans 1 an. Il commençait à y penser déjà un peu à l'avance. C'est pas grave si tu as fait déjà des entrevues pour la job après le doctorat avant d'avoir fini la thèse. C'est sûr, il y a la défense, il y a l'écriture et tout ça. Mais de se permettre de prendre un moment, de dire qu'est-ce qu'il y a, d'y penser un peu. Puis si c'est pas ce que ça vous tente pas, mais ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que ça le permette. Puis en thèse, on est tellement le nez dans la bench, le nez dans nos papiers, tout ça, qu'on on sort pas la tête de l'eau. Mais à un moment donné, il faut le faire parce que ça va être très avantageux plus tard. Des décisions qu'on prend par la suite C'est pour ça. Pas à la gauche, à droite. Voilà, c'est ça. On est en doctorat, on a nos œillères, puis that's it, puis on avance, mais c'est ça. C'est quelque chose, un conseil que je me donnerais à la thèse, puis que je vous donne, c'est... Ça veut pas dire que vous sell out et tout ça, parce que vous regardez ailleurs, vous n'avez pas encore fini votre thèse, mais toujours le fun de regarder, voir qu'est-ce qui existe, puis c'est ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez déjà penser, je vais pivoter là-dessus, ou je vais juste continuer. Ouais. D'accord. C'est bon. Merci pour le conseil pour tout le monde. Et puis, également, en fait, ça, c'est une question vraiment pour démystifier. On voit aujourd'hui qu'à Montréal, c'est vrai, puis sur la question-là, à Montréal, on voit plus en plus de start-up. Ouais. Est-ce que, et comme tu dis, genre, des fois, en start-up, c'est assez différent d'une compagnie qui est bien, une grosse compagnie établie, déjà très, très établie. Est-ce que vous voyez, que tu vois, genre des compétences ou des compétences qui est beaucoup plus recherchées dans le marché du travail aujourd'hui à Montréal ou dans les prochains, genre, 5 à 10 ans? Encore une fois, il y a dans les startups, encore une fois, startup, c'est un terme très large. Il va y avoir des startups qui viennent juste de commencer, puis des startups qui sont plus avancées et tout ça. Mais des compétences spécifiques pour les startups, je pense pas nécessairement pour te faire engager, mais pour aider à... Puis c'est des compétences que tu peux peut-être même développer dans la startup. Ce que je fais, moi, présentement, c'est de penser un peu business. Parce que startup, c'est basé sur la science, c'est ça qui va faire venir les investisseurs, mais il faut penser à la business autour. Donc, si tu peux contribuer une fois, tu peux contribuer à ça quand tu t'en parles en entrevue ou contribuer une fois que tu es dans la compagnie, bien, ça va aider. Ça va faire grandir la compagnie aussi. Donc, ça va faire qu'il y a un peu plus de funding qui va rentrer, faire plus d'expérience. On est plus stable financièrement et professionnellement. On sait que dans 6 mois,
on fermera pas la boîte. Donc, business, moi, ça m'intéressait pas pantoute, là. Avant que je commence là, moi, j'étais non merci. Mais là, le fait d'être là dans le bain, ça m'intéressait un peu plus, puis ça aide pour progresser dans la compagnie. Pas besoin de faire un MBA avant de vous trouver une job ou de dire, de faire de l'entrepreneuriat, je veux me partir une start-up. Mais avoir un peu une connaissance de ça ou un intérêt, ça, je pense que ça aide. Puis sinon, c'est tout ce qu'on a discuté pendant ça. Il n'y a pas de skill exact qui va vous dire, vous allez avoir votre job à tel endroit. C'est, je pense, tout ce qu'on a discuté. C'est comme de développer nos compétences transversales. C'est ça, exactement. Comme dès que l'opportunité se présente. C'est ça, exactement. Puis de ne pas hésiter. Que si vous voyez quelque chose que vous voulez vraiment, même si ce n'est pas nécessairement 100% le bon moment, allez-y pareil, parce que ça peut porter fruit assez rapidement. D'accord. Merci. On a eu une question de l'audience avant. Donc, la question, c'était comme, c'est quoi une journée typique de quelqu'un en industrie en comparaison que l'académique? OK. Je vais donner un exemple très similaire à l'académique, puis un exemple pas du tout similaire à l'académique. Puis c'est 2 journées que j'ai eues comme ça la semaine dernière. OK? Une journée, j'arrive au labo, je m'en vais en salle de culture, je prépare mes ARN qui ont été encapsulés dans les LNP, je les mets dans une solution, j'apporte ça à l'animalerie d'Éric pour qu'il fasse les injections. Je retourne au lab, on est basé à l'IRSM. Okay. Je retourne au lab, faut que je m'occupe de mes cellules, j'ai des transfections à faire, j'ai tout. Voilà, ça c'est une journée labo, puis fin de la journée, qu'est-ce que j'avais à faire déjà? Justement, interpréter les résultats, les mettre sur le serveur, tout clean, tout ça, bien documenter toutes mes choses. La documentation, ça prend beaucoup de temps. Ça change beaucoup le planning des expériences. Là. Tu peux pas faire écrire ça pas compter tes cellules, écrire ça sur un napkin, puis dire, OK, je vais transcrire ça. Non, là, tu vas te faire taper ses doigts. Donc, ça, c'était une journée lab, typique. D'habitude, j'ai pas à la lyrique, là, mais journée lab qui ressemble plus à ce que je faisais en académique. Mais disons, une journée comme hier. Hier, j'avais un meeting, parce que je vais donner une conférence. Je suis sur un panel ARN à la conférence Effervescence la semaine prochaine, pardon. Donc, j'ai rencontré mes copanélistes, donc le directeur médical de Moderna. Ça faisait peur un peu, un gars de Pfizer, une chercheure de l'Université Laval et la modératrice. Et puis là, on parlait des questions. Donc, on a parlé pendant 1h30. On a fait un petit peu d'une pratique de la conférence. Donc, après ça, qu'est-ce que j'avais à faire? J'avais un call avec mon Chief Scientific Officer et mon Chief Executive Officer parce qu'on a appliqué pour une demande de fonds. On devrait l'avoir, mais là, il y a un petit hic sur la propriété intellectuelle. Nos collaborateurs, c'est qui a le brevet et tout ça. Donc, il fallait parler de ça, dire, OK, on va faire un plan de match. Puis, en après-midi, j'ai analysé des données génomiques. Donc, voilà. Donc, ça varie beaucoup. Mais il y a beaucoup de blabla, mais des fois, il y a des journées qui ont beaucoup de science. Donc, ça varie beaucoup. Je n'ai pas de journée typique. J'espère qu'on puisse engager quelqu'un pour que je puisse faire plus d'un truc et non de l'autre truc. Donc, c'est busy, c'est le fun, mais c'est ça, c'est très varié. C'est très actif. Oui. Je suis fatigué. Donc, on a eu plusieurs questions de notre part qu'on a pensé dans notre discussion avec toi. On a une question de l'audience en avance. Maintenant, on passe à des questions qu'il y a présentement dans la salle, donc dans le public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir ici au micro pour demander vos questions. Donc, merci beaucoup pour cette belle discussion. Honnêtement, c'était très... On en a appris beaucoup. J'aimerais savoir... Donc, tantôt, vous avez précisé l'importance du réseautage. Vous étiez très clair là-dessus. Si on remonte dans le temps, à l'époque où vous avez fait vos études graduées, est-ce qu'il y aurait quelque chose de différent que vous auriez fait par rapport au réseautage? Est-ce que vous pensez que vous avez assez bien bâti votre réseau durant les études graduées? Non, dans ce temps-là, justement, pour moi, quand j'étais étudiant, le networking, le réseautage, c'était le diable. C'est genre, non, moi, je fais de la science, ma science va parler par elle-même. Puis, d'une certaine façon, oui, mais d'une certaine façon, non, je ne le faisais pas. Mais ce que j'aurais peut-être dû, c'est
juste des trucs départementaux de l'université ou quand on faisait justement, des journal clubs interdépartementaux. Je parlais pas tant que ça aux postdocs des autres labos, je parlais pas aux autres chercheurs et tout ça. Je sais pas si ça m'aurait aidé côté carrière, mais je l'ai pas fait. Donc, si on le fait pas, on le sait pas. Mais je pense que juste parler comme ça, juste parler à des gens, puis justement, comme je disais, quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis justement, là, j'ai été chanceux quand j'ai dit que je partais en France, c'est une personne dans mon labo qui me connaissait, mais si j'avais dit ça à quelqu'un d'autre, il aurait fait « Ah, ben moi, j'ai déjà travaillé là, puis je sais qu'il cherche quelqu'un. » Donc, c'est ça. Donc, parler aux gens de se dégêner aussi, c'est ça. C'est très important. Ça ouvre des opportunités. C'est pas du réseautage, genre cultiver une personne pour éventuellement qu'il me donne une job, mais c'est juste, justement, élargir son réseau, puis on ne sait jamais ce qui va sortir de là, que ce soit professionnel ou même collaboration scientifique ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc, c'est ça. Plus on parle non, je ne suis plus capable de parler, là, justement, je parle trop. Là. Plus on parle à des gens différents, plus il y a d'opportunités qui vont se présenter, que ce soit professionnel, académique ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonsoir David, merci pour le partage de ton parcours, très beau parcours. On a appris énormément. Je voulais savoir, quand vous avez pu en discuter, les étudiants à l'université sont très peu exposés à l'industrie et ils connaissent très peu de choses sur l'industrie. Une des façons qu'ils peuvent mettre le pas dans l'industrie, c'est à travers une immersion courte, que ce soit un stage ou quelque chose du genre. Est-ce que Harney Technologies, dans laquelle vous êtes maintenant, ou d'autres startups ou industries proposent ce genre de choses? Certains le font, mais comment aller le décrocher? Ouais, ben, il y a différents programmes. Nous, présentement, chez RNATT, on collabore avec le département de biochimie de McGill qui nous ont approchés disant si on a des gens qui veulent faire des stages, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? On n'a pas de stagiaire encore parce que on a déménagé 3 fois en 1 an et demi, donc ça a fait. Mais on a aussi eu des stagiaires de la Polytechnique, 2 stagiaires qui ont été engagés dans la compagnie tout de suite après. Donc, il y a des programmes qui existent dans différents départements. Et encore une fois, comme je disais, c'est oser. Vous voulez essayer quelque chose, vous voulez un stage, c'est communiquer à une start-up qui vous intéresse. Et puis, le pire qui peut arriver, c'est de ne pas avoir de réponse ou qu'ils disent non. Mais je sais qu'il y a je ne connais pas trop les programmes à l'Université de Montréal, mais je sais qu'il y a la Polytechnique, différents départements, à McGill, différents départements, soit qui facilitent des stages ou c'est même des stages crédités. Mais ça, je ne suis pas trop au courant de ce côté-là de l'équation. Mais oui, il y a beaucoup de startups qui arrivent de l'académique aussi. Donc, ils savent c'est quoi. Donc, eux, ils vont être aussi peut-être un peu plus ouverts à avoir quelqu'un de l'académique qui vient parce que, un, ils savent comment ces gens-là travaillent et réfléchissent. Et de 2, ils savent c'est quoi ne pas savoir avec l'industrie. Donc, les jeunes pousses qui viennent d'université, ça, c'est sûr que c'est plus facile de rentrer. Mais je pense qu'il y a des programmes de stage un peu partout. Faut regarder sur les sites des compagnies, LinkedIn et tout ça, ou oser faire La première pas, genre. voyons, comment dire Comme juste candidature spontanée, approcher. c'est ça. Ouais, approcher sans qu'il y ait... Des fois, il n'y a pas de demande comme qui sort. Il n'y a pas de postes qui sont disponibles, mais sauf de juste aller directement. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, parler aux gens, parce qu'on ne sait jamais, moi, je connais que telle personne, oui, eux, ça cherchent un stage ou pas. Donc ça, faut oser, il faut y aller, il faut prendre toutes les opportunités. Donc, si dans le département dans lequel tu es, il y a un programme comme ça, go for it. Sinon, essaye quand même, puis voilà. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Merci, David, pour la discussion très intéressante. Je vais avoir une première question. Je vais en avoir quelques-unes. OK. Vas-y, je suis là pour ça. Je vais avoir une première question. Tu es l'employé numéro 1. Donc, j'imagine que... Le premier employé. Ben, je suis l'employé numéro 1 aussi, mais je suis le premier. C'est vrai. Premier employé, mais on reformule. Puis donc, tu as participé, j'imagine, au recrutement d'autres employés par la suite? Un peu, oui. J'ai participé... Pas tant que ça, vu que c'était du côté production, c'était plus les ingénieurs, donc c'est les boss ingénieurs qui ont fait ça. Mais dans mes autres laboratoires, quand j'étais
à l'IRCM et à Bristol, oui, j'ai participé au processus d'engager des collègues. En fait, est-ce que tu aurais un point de vue sur le côté... Est-ce que les compagnies, côté plus industrie, font attention à des choses différentes de ce que les laboratoires essayent de sélectionner? Puis, dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais développer sur certains aspects? Donc, pour ce qui est des compétences, ça va rester similaire, mais en entreprise, on s'en fout un peu du nombre de publications que la personne aura. Des publications, des présentations, des congrès. Ce que on veut voir, c'est justement la compétence. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu as la compétence pour... C'est sûr que, bon, des publications, ça montre que tu es capable de faire telle chose, mais de dire, j'ai travaillé, disons qu'on engage quelqu'un pour faire de la génomique. Bon, j'ai fait de la génomique pendant tant de temps, tout ça, j'ai fait ces choses-là, je suis capable de faire ces choses-là, je suis capable de bien le communiquer. Donc, c'est ça. Donc, tout ce qu'on pense en académique, justement, qui peut amener des subventions et tout ça. Donc, ça, c'est important, justement. Si tu appliques au doctorat, bon, tu as travaillé, tu as ton nom sur un article pendant ta maîtrise ou pour ton postdoc, tu as X nombre de papiers. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui va amener du financement. Tandis qu'en compagnie, c'est vraiment qu'est-ce que tu peux faire. Puis qu'est-ce que tu peux faire day one. Tu es capable de faire ça, on te part, on te montre comment ça marche, on te montre où tout est, mais après, vas-y, fais-le. Donc, c'est beaucoup plus, justement, c'est beaucoup plus axé sur est-ce que tu es capable de faire ce que tu dis que tu es capable de faire versus justement les accomplissements académiques. Donc ça, c'est très différent. Justement, maintenant, justement, mes boss, ils ne regardent même plus les publications. Là. Ils regardent la première page, capable de faire ça, tu as travaillé là, tac, tac, c'est bon. Publication, ben c'est le fun, mais on n'a pas besoin. Donc c'est la différence, comment dire? Je ne suis plus capable de parler. Les indicateurs de compétences sont un peu différents, justement, par rapport à ça. Dans ce cas-là, peut-être adapter son CV pour ceux qui veulent aller en compagnie ou qui... Mais mettez quand même vos publications parce qu'il y a des gens qui sont contents de les voir aussi. Mais à la fin du CV. C'est ça, c'est la fin. Ce qui est important, c'est de dire, je suis capable de faire ça. Dans la description de tâches, pour la job que vous appliquez, c'est vraiment ça. Il faut focusser là-dessus. Puis si après, il y a des questions sur vos accomplissements académiques, ben, vous allez pouvoir répondre, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est ça qui est important. Cool. Merci. Est-ce que... je vais embarquer un peu sur... Tu as mentionné tantôt que, notamment, ta compétence en communication, tu l'as développée, notamment auprès de ta famille. Tu as expliqué ça à ta blonde, des gens qui sont effectivement... Cette vulgarisation est super importante, là. On est complètement d'accord avec ça. Mais est-ce que tu vois, par exemple, d'autres... en ce moment, je dirais la façon dont tu gères ton temps, ton organisation, que tu as appris plus ou moins sur le tas, parce que clairement, c'est pas forcément ce sur quoi on met l'emphase en académie. Est-ce qu'il y a d'autres contextes dans lesquels tu as développé ou tu aurais pu développer certaines compétences? Moi, je pense que ce soit dans la famille, en faisant du sport collectif ou je sais pas quoi, l'engagement bénévolat. Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu penses qu'on peut apprendre plus ou est-ce que c'est mieux pour les étudiants qui sont en ce moment aux études de se focaliser sur leurs études? Encore une fois, c'est comment dire? Il y a plein de choses qu'on apprend dans différentes sphères de notre vie. Je ne vais pas parler de leadership aussi. Leadership aussi, c'est quand même assez important en compagnie parce que si on gère des gens, si on a des gens en dessous de nous qu'on doit s'occuper ou superviser, bien, c'est sûr que le leadership, donc c'est des skills qui se développent en recherche, bien sûr, mais ailleurs. Donc, je dirais pas allez développer d'autres choses à l'extérieur, mais si vous faites quelque chose que vous aimez, ben oui, vous pouvez toujours dire OK, ça va se refléter dans qui vous êtes puis qu'est-ce que vous faites. Comme justement, on parle communication. Moi, quand je faisais mon doctorat, je faisais de l'improvisation dans un groupe semi-professionnel. Donc, communication, faire des talks et tout ça, je suis habitué. Donc, ça s'est transféré aussi, mais il y a plein d'autres choses justement qui se transfèrent.
Justement, sport, leadership, travail d'équipe, tout ça. Il y a certaines personnes qui sont plus dans leur coin faire leur truc, mais si tu es capable d'être rassembleur, justement, de pouvoir monter tout le monde, ben c'est ça. Donc, tout est dans tout. Mais de dire, je vais me prendre un hobby parce que je veux développer telle chose, surtout pendant un doctorat, c'est mieux de prendre un hobby qui va te faire relaxer un peu pour que tu sois meilleur pour développer tes skills au doctorat. Ça dépend encore du temps que vous avez, tout ça. Mais justement, en entrevue, tout ce que vous avez développé aussi ailleurs que dans le doctorat, ça va se voir aussi dans la façon dont vous parlez. C'est ça, c'est aussi une façon de se vendre. C'est pas juste en académique, j'ai fait ça, mais je suis capable de faire ça aussi. Pas besoin de dire, OK, encore une fois, les entrevues, ça varie toujours dans les questions, mais justement, si quelqu'un te parle de leadership, donnez des exemples que j'ai fait ça, moi je suis habitué à telle affaire, c'est quelque chose aussi que je suis bon. Donc, c'est ça. Donc, c'est toujours utile. Plus de compétences on a, plus d'opportunités on a. Donc, après ça, c'est le temps, le temps pour les développer. Puis encore une fois, comme je disais, s'arrêter quelques secondes ou quelques heures pour penser un peu à ce qu'on va, ça nous permet aussi de penser, OK, si je veux aller là-bas, qu'est-ce qui me manque? Où est-ce que je vais chercher ça? Dans mon doctorat ou ailleurs, ou les deux? En fait, justement, moi, je vais embarquer là-dessus parce que c'était un peu ma troisième question. Je vais te demander de te mouiller un peu. Au pire, on la coupera en montage, je ne suis pas d'accord. Là, mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer en fait, pour développer ces différents skills et prendre le temps de s'asseoir chez les étudiants ou de donner le temps aux étudiants de s'asseoir et de réfléchir? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer dans le cadre universitaire, académique? Il y a des choses que tu penses que toi, avec le recul, là, tu dirais je pense qu'on aurait dû me donner cette opportunité-là. Ou... c'est le modèle du grind de l'étude graduée qui est comme ça. C'est produit. Tu avais un contrôle, je veux que tu en fasses 6. Ça multiplie tes trucs, puis ça multiplie ta journée, puis ça multiplie tes heures. Je veux dire, les études graduées, c'est comme ça, c'est du grind. Donc, justement, c'est de reconnaître, je pense aussi, c'est de reconnaître que c'est pas parce que tu es au doctorat que tu vas rester en académique tout le temps ou que tu vas devenir un directeur. Et il y a beaucoup de nos directeurs, directrices qui sont comme ça. Eux, c'est toute leur réalité, puis il n'y en a pas d'autres. Et ils n'ont pas l'intérêt ou peut-être pas la conscience de vouloir développer ça dans leurs étudiants parce que, justement, on veut des papiers. Si tu fais autre chose que ta bench, on n'a pas de papier. Donc, c'est ça. Mais ça serait... Mais, quoique là, les jeunes pousses de chercheurs qui pensent un peu plus aussi... ils pensent un petit peu plus à l'entrepreneuriat parce qu'ils voient que leur recherche pourrait les développer en drogue. Là, cette nouvelle pousse de chercheurs-là, que j'ai remarqué dans les dernières années, eux sont un peu plus ouverts à ça, à cultiver quelque chose comme ça. Mais le modèle académique du grind, publish or perish, il faudrait publish or perish et prendre un petit break pour penser à autre chose. Mais il faudrait que ça soit reconnu par les directeurs, les professeurs. Je ne vais pas refaire le modèle académique, mais c'est ça. Il faudrait donner l'opportunité à nos étudiants gradués de juste avoir une petite pause pour y penser, pour voir qu'est-ce qu'il y a autre ailleurs. OK, merci. Encore une fois, je suis un peu déprimant, là, mais c'est... Donc, merci beaucoup. Un gros merci pour avoir eu cette discussion avec nous. Et je voulais aussi remercier Chloé d'avoir co-animé cette session avec nous, cet épisode avec nous également. Pour certains, cet épisode j'espère, qu'il a pu démystifier et même clarifier l'industrie, le monde de l'industrie, et également la transition de l'académique à l'industrie, et que ça vous a amené quelque part dans la réflexion de votre carrière qui s'ensuit. Ouais. Oui, donc merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre présence. Donc on vous invite à rester avec nous pour le réseautage, évidemment, tout à l'heure. Donc cet épisode conclut notre première série de balados, donc notre saison 1. On a eu l'occasion d'inviter 4 professionnels qui ont un peu le même parcours que nous maintenant et qui ont fini dans des domaines assez différents, que ce soit en académie ou en industrie, que ce soit en start-up ou dans un institut.
Et ces personnes ont pu nous parler de leur expérience, de nous donner des conseils par rapport à nos études, mais aussi par rapport aux compétences transversales qui étaient aussi importantes dans le milieu du travail. Pour ceux qui ont manqué certains de nos balados, ils vont bientôt être disponibles en vidéo sur des plateformes dont on va vous parler plus tard. Et j'aimerais remercier les associations de biochimie, de bioinfo, sans qui ça n'aurait pas été possible. Aussi le département de biochimie et médecine moléculaire, en particulier Philippe Lampron, et aux ESP pour le financement. Donc, comme je disais, vous allez pouvoir revoir ces vidéos sur Studium ou sur d'autres plateformes. Et on espère vous revoir bientôt pour la saison 2 des balados. Mais d'ici là, je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès. Merci.